En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission où nous sommes à La Rochefoucauld, dans le collège Anne-Marie Martel, ex-Enfant Jésus, et nous allons rencontrer quelqu'un qui s'appelle Philippe Nicolas, qui est enseignant et chercheur dans la région parisienne et qui vient présenter un film qui s'appelle Cap Nord, une expédition en Islande, et qui vient surtout conscientiser les jeunes. C'est une classe de 5e et nous avons des élèves avec nous qui vont pouvoir témoigner. Eh bien, il vient dans quelques classes de Charente pour présenter des projets absolument fantastiques parce qu'ils mettent la science à l'échelon de chacun, de chacune, et des enfants et quelques adultes. Et le film qu'on vient de voir en partie nous montre cette expédition qui s'appelle Cap Nord, où en Islande, des adultes, des jeunes et des moins jeunes, des scientifiques jusqu'à la cuisinière, font une expérience incroyable, notamment, et bien sûr, le réchauffement climatique ou sur les volcans. Mais trêve de parole de ma part, je vais vous présenter Philippe Nicolas. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors j'ai peut-être dit des bêtises dans la présentation, mais vous allez parfaire ça et vous présentez vous-même, Philippe. Alors je suis Philippe Nicolas. Avant tout, je suis parent d'une jeune fille. Je suis enseignant, professeur des écoles et chercheur en sciences de l'éducation. Alors ça veut dire quoi, chercheur en sciences de l'éducation ? Alors ça veut dire essayer de comprendre aujourd'hui, avec les défis contemporains, quels dispositifs pédagogiques sont indispensables justement pour développer un peu plus d'enchantement, un petit peu plus de responsabilité à l'égard du vivant. Et je travaille sur deux axes principaux, celui de la reconnexion de l'élève dans la nature et avec la nature, et sur la vie intérieure de l'élève en matière de justement de ses aspirations, ses rêves, ses dispositions intérieures. Alors j'allais dire que vous êtes presque dans l'avant-garde de l'enseignement. Alors l'avant-garde, je ne sais pas. Le propre de la recherche, c'est d'innover, c'est d'être dans du neuf. C'est peut-être prendre en considération que l'aspiration ou le rêve peut être un chemin de réalisation personnelle pour soi et pour le monde. Alors c'est bien, vous faites rêver les autres, vous les réveillez ou vous les éveillez, ce sont vos termes que j'ai entendus tout à l'heure quand vous le présentiez à cette classe de 5e. Vous, qu'est-ce qui vous a conscientisé et qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin ? Je crois que c'est déjà répondre à une disposition dans l'enfance, cette vocation à l'enseignement que j'ai toujours désirée. Je me suis rendu digne de cette vocation. Donc j'ai pu libérer beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et cette transmission auprès des élèves et des plus jeunes me paraît essentielle, d'autant plus dans ces défis contemporains qui sont encore une fois très importants en matière de crise climatique, crise de biodiversité, crise aussi économique. Alors, vous avez un magnifique sweatshirt jaune avec écrit « Cap au Nord ». Et si je lis bien, le plus grand défi du 21e siècle. Alors, racontez-nous un peu cette aventure. Alors, c'est une aventure d'éveil et de conscience de nos enfants et de nos élèves dans cette vision pédagogique qu'on est tous appelés à co-construire le monde, et peu importe son âge. Et le fait de confier des responsabilités, le fait de vivre en équipe et de demander l'expression de talent de nos jeunes participe de l'ADN de l'aventure Cap au Nord. Et donc, tous les ans, nous partons en expédition, en coopération, en autonomie totale, en reconnexion avec la nature et avec des feuilles de route en investigation scientifique. Alors ça, c'est un projet que je trouve formidable. Vous venez de me donner les grandes lignes. Maintenant, concrètement, comment ça se passe ? Il faut des financements, puis il faut des toiles de tente, il faut des bateaux, il faut beaucoup d'énergie, il faut des adultes, il faut des bénévoles. Il faut sans doute, au départ, une association. C'est tout à fait ça. Donc, sous l'égide de l'association L'École face aux plus grands défis du XXIe siècle, dans un premier temps. Il faut effectivement faire équipe, et faire équipe, ça prend du temps. Il faut s'assurer que tout le monde soit bien compatible les uns avec les autres, aussi bien les adultes que les jeunes. Il y a une belle année de formation avec des week-ends d'intégration, de consolidation.
Et puis oui, comme vous l'avez dit, il faut aussi une équipe d'intendance, il faut une équipe pédagogique, il faut une équipe de recherche, il faut une équipe logistique, et il faut aussi une équipe, ce qu'on appelle backstage. Il faut assurer si on a besoin de quelque chose pendant un protocole expérimental. Il faut quelqu'un qui soit complètement électron libre dans l'aventure. Donc voilà, vous avez en quelques mots un petit peu le modèle d'entreprise ou d'écosystème qui est nécessaire pour garantir le succès d'une aventure humaine et scientifique. Alors ça représente combien de personnes en dehors des élèves et puis combien d'élèves? Alors ça représente une vingtaine d'adultes. Ça représente au départ, à chaque rentrée scolaire, entre 20 et 30 jeunes. Et au final, vous avez 8 à 9 adultes qui partent avec le cinéaste et une quinzaine de jeunes. Ça veut dire que sur les 30, il y a un écrémage où des gens disent « je ne veux pas partir » ou puis il y a le côté financier aussi, c'est pas rien. Alors, il n'y a pas d'écrémage, il n'y a pas de sélection, c'est un discernement au fil d'une année entière où on pressent, eh bien, au vu de l'engagement, de l'implication, quels sont les adultes et les jeunes qui peuvent partir. Et au fil du temps et de l'expérience, on se rend compte qu'il n'y a pas de mauvais choix et que dans la mesure où chacun a été digne d'en prendre sa place, eh bien, c'est un allant de soi et tout se passe merveilleusement bien, même quand la météo n'est pas clémente et capricieuse. Alors ça, on le voit dans le film. Hein. On voit beaucoup de caouets, on entend beaucoup de vent. C'est très naturel. Hein. C'est comme si on était à côté en train de tourner. On le voit, c'est extrêmement vivant. Oui, et puis cette confrontation aux éléments naturels, elle va réveiller en fait une force souterraine. Elle va réveiller cette nécessité aujourd'hui de penser pour le commun, de penser en équipe, pour l'équipe, et puis de penser évidemment pour soi, pour les autres et pour la planète. Et ces temps d'immersion dans des géographies où la beauté est prégnante nous émeuvent et nous rappellent et nous font vivre une expérience, je crois, primordiale, celle qu'on appartient tous à la beauté. Alors ça, c'est très beau ce que vous dites. Ça dure combien de temps là, au nord? Alors, une expédition dure à peu près 3 semaines. Entre le voyage, le temps sur place, elle se déploie sur 2 camps de base, un camp de base principal, un camp de base intermédiaire, avec en périphérie des explorations et des protocoles expérimentaux. Tout ça est consigné dans un manuel d'expédition qui est transmis bien en amont du départ, qui favorise l'appropriation, la compréhension des contenus, aussi bien pour les adultes que pour les jeunes. Alors on l'a bien compris, ça se déroule sur l'année sur combien de temps? Des week-ends ou des jours particuliers dédiés? Oui, ce sont des week-ends, entre 3 et 4 week-ends sur l'année, des temps de rencontres avec des événements forts comme le Festival pour le climat, des rencontres avec des chercheurs, des temps de formation en visio. Et puis, à quelques mois du départ en expédition, les choses s'accélérant, donc en Île-de-France, eh bien, il y a de plus en plus de rencontres, notamment pour l'équipe adulte référente. D'accord. Alors, avant l'émission, je vous disais, mais on finance ça comment? Alors, c'est une question essentielle, c'est-à-dire que Cap au Nord s'inscrit dans une vision aussi qui accorde des ressources au territoire en considérant et en apprenant à considérer à nos jeunes que chaque territoire est apprenant et ressource. À savoir qu'il y a des forces d'apprentissage sur soi, sur les autres, sur le monde, et qu'il y a des ressources humaines et financières. Et on invite chaque ambassadeur, en partance pour l'expédition, à s'impliquer, à parler du projet et à aller chercher des financements locaux. Évidemment, nous répondons à des appels à projets, ça va de soi, mais je dois dire qu'il est de plus en plus complexe aujourd'hui de pouvoir recevoir en fait ces subventions, malgré un travail conséquent, parfois de 2 à 3 mois sur des dossiers, et les réponses parfois lapidaires en 2 lignes que on n'aura pas la subvention escomptée. Donc il faut pouvoir vraiment composer sans se décourager avec cette réalité. Alors que pour des projets, on va dire parfois qui peut-être ont moins de profondeur et moins d'action en éducation, eh bien il y a des sommes colossales qui sont attribuées. Donc il s'agit aussi d'être tenace, d'être confiant et d'avoir la foi. Ça, on n'en doute pas. Vous me parliez notamment de l'ambassade des pôles. Alors, il y avait longtemps que je n'avais pas entendu parler de cette ambassade des pôles. En France, il y a une ambassade des pôles. Vous pouvez nous en dire 2 mots, là, oui. Presque en aparté, je l'ai dit. Oui, alors c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on bénéficie très régulièrement d'invitations de l'ambassadeur des pôles, qui se prénomme Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, qui a pris la succession de Ségolène Royal
Et c'est une initiative de Michel Rocard qui, suite à un voyage polaire, avait vraiment pris conscience des enjeux polaires, c'est-à-dire faire rentrer dans le discours social cette dynamique des pôles et en quoi il est extrêmement important pour le citoyen français, mais comme tous les citoyens de la planète, de bien comprendre en fait la dynamique de ces pôles et en quoi ils sont extrêmement importants dans la régulation thermique de la planète. Ils sont vitaux. Ils sont vitaux au même titre que l'eau, au même titre que les ressources naturelles, c'est-à-dire qu'ils participent de la régulation thermique. Et on le sait aujourd'hui, de surcroît, dans ce processus du dérèglement climatique dans lequel nous sommes en marche depuis quelques années. Alors ces élèves dont vous parliez, comment alors tout le monde veut partir en expédition, si ça se trouve. Comment est-ce que vous sélectionnez? Comment ça se passe, ce travail en amont d'une année? Alors, il y a vouloir partir, et puis c'est sûr qu'au vu des images et du discours, on a tous envie de partir, on a le cœur dilaté, et il y a aussi à prendre la mesure, est-ce que je peux vraiment partir? Et donc c'est tout un travail aussi de positionnement intérieur, et de rencontre aussi avec des faiblesses, des fragilités. Pour ces jeunes, beaucoup de peur. Le fait de s'affranchir d'un pays, d'être en distance d'une famille, d'aller sur un territoire inconnu qui peut représenter, dans certains fantasmes, de l'hostilité. Je rappelle le Groenland, c'est la terre de l'ours, l'animal emblématique. Donc c'est tout un processus en fait de libération, d'émancipation, d'épanouissement. Et je peux dire aujourd'hui que l'association existe depuis un peu plus de 5 ans. Je vois vraiment un épanouissement de tous les jeunes et pour certains qui restent dans Cap au Nord, un chemin d'accomplissement qui se dessine pour eux. Oui, parce qu'à la limite, peut-être que certains d'entre eux seront les scientifiques de demain et qui, grâce à cette expédition, auront mis le pied à l'étrier. Là, vous pointez quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que cette carence culturelle scientifique qui fait... qui est immense aujourd'hui en France et en Europe et qui nécessite de susciter de l'appétence, du goût pour les sciences, pour l'expérimentation, la compréhension du monde. Et l'esprit de recherche est un peu une quête au trésor. Et ça croise vraiment les travaux, notamment en neurosciences. Il est essentiel d'apprendre à chercher, d'apprendre à trouver. Bien, alors écoutez, moi je vais passer la parole 2 secondes aux élèves parce qu'on va revenir aux expériences que vous faites ici, à ce que vous présentez ici au collège. Et, je vais simplement, nous avons 4 élèves et je vais vous demander d'abord votre prénom. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Théo et je suis au collège Anne-Marie Martel à La Rochefoucauld. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Nicolas qui est venu nous présenter le réchauffement climatique, les pôles. Et on a fait quelques petites expériences sur une maquette. Et du coup, il nous a fait participer. Et j'ai trouvé que c'était génial ce qu'il nous a appris. Il nous a appris beaucoup de choses. Et du coup, voilà. Et vous étiez déjà un peu conscientisé au réchauffement climatique, à la planète qui se dégrade. Ça fait partie des choses dont vous parlez en famille ou des choses que vous lisez, que vous regardez? Pas trop, mais quand même un petit peu, je m'intéresse parce que je m'inquiète pour la planète de demain parce que c'est quand même ma génération. Et je me dis, qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Bien, c'est une bonne question. Merci beaucoup. Je passe à la personne suivante. Bonjour. Bonjour, moi c'est Louis d'Anne-Marie Martel et Philippe Nicolas est venu dans notre classe, les 5e, pour nous présenter la fonte des glaciers et qu'est-ce qui se passera plus tard si on n'aura plus de glaciers. Alors, qu'est-ce que vous avez compris dans ce que Philippe Nicolas a pu vous raconter? Qu'on est en train de perdre petit à petit beaucoup trop de glaciers, la glace fond, la neige, et que si ça continue comme ça, dans les années à venir, notre génération sera en grande difficulté. Oui, je crois qu'il nous a dit que ça pouvait monter jusqu'à 57 mètres et qu'il y aurait des milliards de gens qui seraient des réfugiés climatiques sur les hauteurs, sans doute, où il y aura encore la possibilité de la vie. Oui. Alors, merci beaucoup du témoignage. On viendra à la maquette tout à l'heure pour nous dire comment ça se passe. Bonjour. Voilà, un petit peu, on tousse un peu, et puis on dit son prénom et on est parti. Bonjour, moi c'est Abby, je suis dans le collège Anne-Marie Martel en classe de 5e.
Et je trouve que la présentation de Monsieur Nicolas était très intéressante, car il ne faut pas oublier de souvent en parler du réchauffement climatique, parce que c'est un très grand problème que notre génération va devoir essayer de régler dans les prochaines années à venir. C'est bien parce qu'on a pu faire des interactions avec la maquette, regarder un film qui nous explique et nous montre vraiment comment on pourrait faire pour découvrir un peu plus sur la nature et sur la pollution qui réside un peu partout sur la planète. Alors vous, est-ce que vous faites quelque chose dans votre vie de tous les jours pour ça? Est-ce que vous en parlez avec les parents, peut-être avec les enseignants ou avec les amis? C'est-à-dire que des fois on en parle ça un peu souvent, parce que pour moi c'est un sujet très important. Des fois je fais quelques petites actions pour aider un peu, et j'essaye de faire au moins un strict minimum pour aider. Alors c'est quoi le strict minimum? C'est-à-dire j'essaye de trier mes objets. Des fois, il y a des objets, il y a des sachets par terre, il y a une poubelle à côté, je vais ramasser dans la nature. Je fais toutes petites choses que tout le monde peut faire pour aider. C'est très bien, mais même le minimum, c'est très important. Merci de ce témoignage. Alors à nous. Bonjour, je m'appelle Ilona, je suis en classe de 5e et j'ai été très touchée et intéressée par ce que nous a présenté Philippe. J'ai trouvé ça vraiment du coup très intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses et désormais je vais essayer d'en apprendre plus et d'aider la planète. Bien, c'est déjà tout un programme. Alors, qui d'entre vous pourrait me dire, me présenter cette maquette qui est derrière nous? On a sur une table, sur le bureau du prof, un conteneur en plastique. Et puis moi, je vois des choses marron, des choses blanches. Enfin, voilà, il y a des couleurs, il y a des petits plots orange. Il y a l'air d'y avoir la mer. Il me semble voir une baleine. Et je vois écrit continent, océan, Antarctique. Qu'est-ce qui veut bien? Et il y a d'immenses poches de glaçons juste à côté de cette maquette. Alors, on va dire que c'est presque du théâtre vivant. Et Philippe Nicolas est en train de placer des glaçons. Qu'est-ce qui voudrait m'expliquer ce que vous avez expliqué, Philippe? Eh bien, Philippe nous a expliqué que y a un glacier avec une montagne et de la neige qui fond, qui va dans un torrent, un ruisseau puis un fleuve, qui se jette dans la mer. Et qu'il y a aussi l'Antarctique, où il y a des glaciers qui fondent. Et du coup, le niveau de la mer, il augmente et ça peut inonder des villes. Bon, c'est un bon résumé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, on peut voir comme les glaçons qui représentent les glaciers, eh bien, ça fait augmenter le niveau des océans et des mers. Et on peut voir que c'est aussi un danger pour la population, car le niveau de la mer qui augmente va faire une érosion sur les rivages et les roches, ce qui peut aussi inonder les continents et les villes qui sont proches du rivage. Merci. Autre chose? Aussi, on voit que à force que les glaciers ils se cassent, ça provoque des icebergs dans la mer qui des fois peuvent se retourner sous le poids, qui provoquent des fois des tsunamis et peut engendrer de graves conséquences sur les villes aux côtes des mers. Merci. Autre chose? Il y a un tas de polystyrène qui a été peint en marron et le dessus en blanc. Donc Philippe Nicolas a mis des glaçons. Les glaçons, pour représenter les glaciers, au fil du temps, vont fondre. Quand ils vont fondre, l'eau va ruisseler dans un petit passage d'eau qui est représentation d'un fleuve collé au glacier. L'eau va descendre, va venir s'installer dans la mer. Et Philippe Nicolas a mis ça peut représenter les glaciers à l'opposé, un pain de glace. Les pains de glace, c'est des gros blocs de glaçons, mais beaucoup plus gros.
Et le pain de glace va fondre et la mer va commencer à monter jusqu'à ce que ça submerge les petites habitations qui sont installées. D'accord, alors les petites habitations, c'est les plots qui sont des petits carrés, des petites parts de fromage peintes en jaune et en orange dessus. Oui. Bien, et là c'est l'Antarctique où il y a un gros bloc de glace. Tout à fait. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je les ai trouvés super, tous les quatre, dans ce qu'ils ont retenu. Vous devez être sans doute heureux de voir que ça marche. Ravi en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, et puis cette élocution avec des termes rigoureux, scientifiques, de voir, somme toute, une appétence pour les sciences. Donc, je les invite tous les quatre, en les regardant dans les yeux, à poursuivre, en fait, cette investigation. On a sous les yeux ce qu'on appelle une modélisation qui nous permet d'avoir une représentation assez concrète et objective de la planète. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui à nos enfants, à nos élèves, de leur donner ce type d'enseignement à partir de maquettes, de modélisation, pour comprendre, à partir d'une échelle réduite, ce qui se passe à l'échelle mondiale, un principe d'honnêteté morale et extrêmement responsable de surcroît quand on est enseignant. Alors, je vais revenir sur vous après, mais j'ai envie, à vous quatre, de vous dire comment vous voyez les choses évoluer et vous, comment vous vous situez dans cette évolution demain quand vous allez être, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est notre génération. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Essayer de préserver la nature parce que si on ne fait rien, ça va devenir un sec, aride le monde. Et du coup, ça va être un vrai danger pour nous. Et du coup, on va essayer de protéger au maximum notre planète pour pas que ça arrive. Bien, merci. Il faudrait essayer, comme Théo l'a dit avant, de protéger la nature car c'est ce qui est très important pour notre planète et notre survie. Car on en a tous besoin et c'est important de vivre bien. Pour l'instant, on ne voit pas forcément s'il y a des dégâts, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder parce qu'après, on voit très bien que la nature se dégrade. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Merci, et qu'il ne soit pas trop tard. Oui. Mais le problème, c'est que nous, l'humain, chaque jour, nous faisons des choses qui ne sont pas respectables pour l'environnement. Je pense aux centrales nucléaires qui explosent, aux dangers avec les feux de forêt et au réchauffement climatique qui fait fondre les glaciers qui sont en train de se décomposer. L'eau va commencer à augmenter. Et je me dis que quand je serai plus grand, je vais peut-être vivre sur des kilomètres d'eau qui seront en dessous de moi. Et je m'imaginerais que 50 ans avant, j'habitais ici. Et là, 50 ans après, je suis 3 kilomètres au-dessus parce que j'ai pas réussi à protéger l'environnement. Alors merci, mais c'est très réaliste et en même temps c'est angoissant un peu. Est-ce que vous voyez quand même des choses qui peuvent vous dire que c'est pas inéluctable et qu'on peut faire encore quelque chose? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir dans votre message? Ça va être très compliqué vu qu'on a déjà bien ruiné l'environnement. J'ai encore une once d'espoir qu'on réussisse. C'est toujours possible, il faut toujours être optimiste. Mais il faut le faire dès maintenant et pas dans 30 ans. Bravo, je trouve que c'est remarquable au niveau témoignage. Je suis aussi d'accord avec mes camarades parce que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup usé l'environnement et si on continue comme ça se trouve, on va se retrouver sur une île qui flotte sur une mer qui est devenue une planète d'océan et ça risque d'être compliqué pour vivre. Et en plus, je pense qu'il n'y a pas que ça comme catastrophe. Il y a aussi la pollution, les explosions nucléaires, etc. Les guerres. Il y a aussi les guerres, effectivement. Bon, est-ce qu'il y a aussi un peu d'espoir chez vous? Oui, moi je dis qu'il y a quand même des personnes qui peuvent aider la planète. Et si tout le monde s'y met, je pense qu'on va pouvoir sauvegarder cette planète.
Merci vraiment à tous les 4 de votre témoignage, parce qu'on voit que vous êtes tout à fait conscients, et ça je voudrais bien que nos auditrices et nos auditeurs l'entendent, mais l'entendent sans doute, et puis ils ont autour d'eux des enfants ou des petits-enfants qui savent ce qui se passe, qui en sont conscients, peut-être pas tous, mais quand même beaucoup, et moi je trouve que c'est un beau message d'espoir que vous nous donnez. Je voulais dire que cette émission, elle est en coordination avec Forum Magdalena et notamment Sophie Avril, et qui nous filme d'ailleurs. Vous pourrez voir cette émission sur Télé 16 et puis la réécouter sur rcf.fr lorsqu'elle passera. Nous enregistrons début juin 2024 pour ceux qui nous écouteront plus tard. Alors le mot de conclusion à Philippe Nicolas, évidemment, enseignant et chercheur et grand explorateur et qui s'apprête à partir encore et à entraîner avec lui de la joie, de la bonne humeur et du réveil et de l'efficacité joyeuse. Oui, soyons vivants, restons vivants, mais vraiment vivants et extrêmement respectueux de toutes les formes de vie. Et puis on l'a entendu magnifiquement sur cette jeunesse qui prend conscience et pour peu qu'elle se sente autorisée, nous envoie quand même des messages extrêmement responsables. Donc voilà, je crois qu'il est très important d'inscrire chacune d'entre nous, notre histoire personnelle, dans la grande histoire du monde, dans l'Odyssée du vivant. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, Philippe Nicolas. Merci à vous, les élèves d'Anne-Marie Martel. Merci à Sophie. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission.